Bonjour à tous, merci d'être là. Merci à la mairie de Roubaix toujours de nous soutenir depuis longtemps. Voilà, je suis très contente parce que je vois qu'il y a des gens un peu différents. Merci Philippe, École ESMOD d'être là. Je sais qu'il y a des élèves aussi, c'est cool. On va vous envoyer le programme, comme ça vous essayerez de venir à toutes les autres masterclass. Et ces masterclass qui ont lieu grâce quand même à Sophie Bramley, qui en a eu l'idée, voilà, et qui nous a dit je vais faire venir des gens. Et donc aujourd'hui, on est très heureux d'accueillir Lamine. Voilà, c'est vraiment un grand privilège, voilà, un beau cadeau pour cette fin de février. Merci. Et donc Lamine, tu es né au Mali. Tu es venu en France à l'âge de 27 ans pour faire des études d'architecture. 20 ans. 20 ans. C'était vieux, 27 ans. Ouais. 20 ans. Mais c'est long, les études d'architecture. Ouais, c'est long. Et à 27 ans, tu as eu l'idée d'abandonner l'architecture et de fonder Xoulibet. Est-ce que tu peux commencer par nous raconter comment ça s'est passé ? En fait, la trajectoire, avant ça, merci de l'accueil déjà. Je vois qu'il y a un crowd, comme on dit, très sympathique. La trajectoire, je pense qu'elle est quand même longue parce que quand on vient ici en France, venant d'un pays du tiers-monde, on a envie de refaire le monde, quoi. Donc nous, c'est une jeunesse quand même à l'époque. Je se posais des tas de questions. Voilà. Donc, moi, je suis venu en France avec ces questions-là qui sont liées aussi à les problématiques du tiers-monde. Donc, l'architecture, je l'avais abordé avec cette problématique. Mais en fait, il faut savoir que c'est une génération aussi qui est issue des indépendances, c'est-à-dire que le monde était un peu sorti de différents désastres, la guerre, et puis les pays colonisés se sont émancipés. Il y a l'Afrique notamment, est sortie, l'Afrique noire, de 400 ans de domination en gros entre l'esclavage et la colonisation. Donc vous voyez, c'est une jeunesse, nous en tout cas, où il y avait une responsabilité quelque part, où on se posait en fait des tas de questions sur le devenir. Donc il fallait trouver des solutions. Donc c'était tout ce fardeau-là qu'on abordait en venant ici apprendre en fait. Et le textile, je l'ai aussi abordé dans cette question-là, comment arriver à proposer un espace. Il y avait beaucoup de questions, à la fois identitaires, à la fois sur le marché, sur le mode de production. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont il y a les années 80, c'est un peu, pour nous, c'était un peu l'orgie. Oui. Mais là, voilà, c'était un peu ça. Donc, on regardait ça de très loin. Donc, voilà. Du coup, moi, j'ai abordé ça avec un autre œil, peut-être plus proche, en fait, des communautés, plus proche des gens, même de la jeunesse, en fait. Parce que, on menait, tu vois, dans un monde globalisé où on avait tous envie d'être ensemble. Donc, tu vois, les frontières gommées. Il y a beaucoup de choses comme ça que, on était dans une utopie farouche, en fait. Donc, en fait, on l'a abordé, la fleur au fusil, quoi, en gros. C'est un peu ça. On y a cru pendant un moment. Ouais. On y croit encore. Donc, c'est difficile de le résumer en 2 phrases, quoi. Donc, c'est tout un parcours. Je pense que tout ça, même aujourd'hui, moi, quand je parle... il y a aussi des données où chaque génération vient avec ses propres préoccupations. Mais je pense qu'il faut quand même garder l'utopie, en tout cas la envie de changer les choses, quoi. Et comment t'es passé de l'architecture aux vêtements ? Ça a été quoi tes déclencheurs ? C'est ce que je t'ai expliqué, c'est-à-dire que en fait, pour moi, c'est le même média en gros, parce qu'on parle de l'homme,
bon, l'homme, on parle de l'humain en fait. Hein. Le vêtement pour moi c'est un espace comme une maison, sauf que bon c'est mobile. Je veux dire c'est un peu un cocon qu'on se construit. Voilà, il y a cette facilité justement de bouger avec, d'habiter n'importe où en fonction des saisons. Je veux dire bon, je veux dire c'est un lieu quoi aussi le vêtement. Et puis c'est aussi à la fois un lieu, mais aussi de plus en plus même ça a été aussi un lieu d'expression quoi. C'est aussi d'une certaine façon. Un fanion, quoi. C'est quelque part, un t-shirt, c'est un t-shirt, mais quelque part aussi, elle exprime. C'est un peu les générations t-shirt où le slogan avait sa portée quand même, voilà. Bon, on a connu tous les Rolling Stones, la langue et tout ça. Mais bon, je pense que au-delà de ça, c'est quand même le vêtement aussi avait une portée symbolique. Très forte, voilà. Et en même temps, comme moi ce que je disais, c'est un peu comment, en fait, cette utopie qu'on avait, comment on l'a aussi essayé de le construire, donc sortir un peu du déchet. Parce qu'il y a beaucoup, c'est-à-dire que toute l'industrie aussi est productrice de tout ça, donc il y avait toutes les questions sur l'écologie, sur tout ça, qu'on a, et aussi les capacités aussi à tenir un tel venant d'un pays du tiers-monde, c'est-à-dire c'est des questions que nous on se posait parce que même si on produit l'énergie, on n'avait pas accès à cette énergie. Il faut savoir que au Mali, on a peut-être du gaz, on le produit pour vendre aux autres, mais voilà. On n'y a pas accès, donc il fallait trouver une autre source. Donc tout ça, c'est des choses aussi comment on se posait. Voilà. Et à cette époque-là, la mode était un monde très blanc, et il y avait avant toi probablement pas tellement plus que Asdin Alaya, tunisien, et Saint-Laurent qui utilisait des mannequins noirs. Est-ce que c'est des choses qui t'ont influencé ou ta détermination n'avait rien à voir? En réalité, c'est-à-dire que c'est vrai que la mode en elle-même, c'était une industrie qui était quand même possédée. Il y avait une chasse gardée, il y avait un précaré qui était très blanc. Mais la mode, en réalité, elle était quand même aussi, la source, elle était très, très noire. Quand tu regardes du rock aujourd'hui, à tous les gens qui ont marqué, en fait, c'est-à-dire que quand même, la source, elle est quand même ailleurs. Elle n'est pas dans les lieux de bourgeoisie. Donc, je pense que quand, je sais pas, on parle du rock comme un effet de choses blanches, mais en fait, elle est issue de culture populaire, de culture, notamment aux États-Unis, les ghettos noirs, qui après a traversé les communautés, quoi. Mais aussi, quand on regarde, moi je suis venu aussi, en même temps, il y avait des gens comme, effectivement, Yves Saint-Laurent, qui ont ramené en fait une autre image de la femme, et notamment les femmes noires. Et moi, ça m'a vraiment marqué. Et effectivement, c'est-à-dire que c'est un autre narratif, en fait, que nous, on nous avait, en fait, on était bloqués dans un narratif colonial. Et quand on voyait les femmes noires, des gens comme d'une beauté, et puis qui étaient sur des papiers glacés, je veux dire, on avait une autre image de nous-mêmes, quoi. Donc, c'était quand même, moi, ça m'a beaucoup Katusha, Iman.
Et aussi Grace Jones, parce que bon, c'était une image plus radicale, moi, qui me parlait davantage. Donc voilà, c'était vraiment l'icône noire par excellence, pas blanchie, peroxydée, avec des traits grossiers et tout ça. Bon, je pense que bon, j'avais cette affinité avec ce côté noir. Même dans sa psychologie. Voilà. Moi, ça a été un peu un déclic. Alaya aussi, dans sa simplicité, dans sa façon, bon, justement, d'aborder, de moderniser, quoi. Je pense que on ne parle pas assez de Alaya. Je pense qu'il a été un des maîtres de la modernité dans la mode. Beaucoup plus que les Chanel, peut-être à une certaine époque. Bon, mais Alaya, je pense que c'est quand même le là pour moi. Ouais. Et donc, en 1992, tu t'installes dans un squat qui était célèbre à l'époque à Paris, qui s'appelait l'hôpital éphémère. Comme son nom l'indique, c'était un hôpital qui était squatté. Et là, tu démarres ta conception du vêtement atypique et avec une audace qui paraît dingue, tu mets des mannequins dans un autobus. Ah ouais. Tu pars au défilé de Jean-Paul Gaultier et tu fais quoi? Bon, déjà, c'est vrai que ce lieu, c'était l'hôpital éphémère. Il y avait un foisonnement assez. C'est toute une génération de créateurs, d'artistes, de musiciens, des gens comme FFF. Il y avait Kloski, il y avait plein de gens en fait. Même il y a eu des gens d'une autre génération qui sont venus et qui ont apporté aussi leur expérience comme Spoeri. Bon, vraiment un foisonnement qui était intéressant, quoi. Donc c'était quand même un lieu qui était propice justement à la créativité. Mais bon, j'imagine aussi que bon, l'histoire de Gaultier, c'était aussi comment exprimer, comment aussi se faire valoir. Parce que bon, ça veut dire que sortir en fait du ghetto dans lequel la mode elle est. Bon, nous, on est dans le ghetto, mais eux aussi, ils sont dans le ghetto. Il n'y a pas de passerelle. Donc, l'idée, c'est de créer cette faille, en fait, ramener la mode dans la rue. Et puis, voilà, parce qu'il y avait toute cette jeunesse aussi qui a envie aussi de briller, quoi. Et à laquelle on ne prête pas attention. Donc c'était ça. En fait, il venait avec une autre approche, des pantalons baggy, les filles habillées très moulantes, des choses. Bon, et le vêtement de sport, mais détourné, ouais, je sais pas. Il y avait une simplicité, mais qui était très dynamique. Je pense qu'on était dans cette vigueur, en fait. Et puis la musique. Mais concrètement, tu peux raconter, tu as mis les filles dans un autobus. Ouais, donc en fait, l'idée c'était de montrer notre collection en fait. Donc voilà, et il y avait l'idée c'était de venir parce que les défilés de Gaultier c'était les plus courus. Même nous, si on avait un ticket pour aller voir Gaultier, c'était le Graal. Donc on passait notre temps à essayer d'esquiver. Voilà, on se pointait devant, dès qu'on avait une occasion, paf, on rentrait pour voir les défilés de Gaultier. Donc c'était quand même... Et l'idée, c'était de venir pendant que tout le monde attendait, parce qu'il faisait attendre tout le monde devant la porte, et t'avais tout Paris et toute la mode internationale qui était là. Donc si on arrivait à venir faire... Voilà, notre performance, notre petit défilé juste devant ce parterre, on aurait tout gagné, quoi. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, tu as mis la musique à fond, la musique à fond. On avait des ghetto blasters, alors il pleuvait, on avait un deal avec Tati à l'époque. On avait pu avoir des parapluies. À l'époque, c'était 15 francs. On avait laissé le prix affiché. Le 15 francs, c'était un peu le pied de nez au prix exorbitant du luxe. Bon,
Voilà, donc on est venu vraiment, et puis moi j'étais le marchand de glace avec mes tracts. Le tract, c'était un peu le truc, le flyer, on dit maintenant. Donc et on distribuait comme ça, et on faisait du bruit, quoi, on gueulait. Et ça a fait du bruit, voilà, c'était ça. Et on est venu. Mais on avait quand même les filles maquillées, tout habillées en noir, avec des maquillages dégoulinants, un peu, mais très brillants. Très brillant, il y avait une espèce de contraste comme ça. Et on est venu, et puis il y avait c'était un contraste entre la couleur et puis bon. Et on est venu, on a fait ce défilé, c'était sous la pluie, mais bon, c'était quand même... Et l'année d'après, on a refait la même chose, mais en donnant rendez-vous aux gens de la presse, parce que bon, ils avaient quand même entendu parler de Xulibet l'année d'avant. Et là, on l'a fait en plein jour, voilà, dans les Tuileries, avec un rayon de soleil magique. Et donc, dès la première collection, c'était déjà la maille synthétique avec la couture rouge, lycra. Ouais, la lycra, et puis beaucoup. Moi, je faisais beaucoup aussi. Je recyclais pas mal de vêtements, notamment le jean. Je mettais des choses, des collants par-dessus pour les mouler, les chemises emballées en fait. Puis je détournais des vêtements de sport et le lycra, voilà, ouais. J'ai une question. Comment on produit une collection quand on n'a pas de moyens? Comment on fait, quoi? Comment on passe des études d'architecture à une formation mode et comment on se retrouve devant le défilé de Gautier avec un bus et des mannequins sans rien, quoi, sans rien, juste avec l'idée. Et comment est-ce qu'on passe de l'idée à la mise en scène? Comment on passe de l'idée? Je pense que chacun vient avec ses forces. Je pense que pour moi, c'est plus facile de faire un bus, prendre toutes mes copines qui viennent gratuitement. Là, en fait, c'est le fun, quoi. Donc, on s'habille, en fait, on vient s'endimancher devant Gautier, plutôt que, un parterre avec un podium et des gens qui viennent juste, je pense que chacun vient avec sa force, en fait. Et moi, ma force, c'était l'amitié, c'était je sais pas, cette connexion qu'on avait entre générations, je sais pas, les gens qui ont envie aussi d'exprimer des choses avec moi. Il y avait une affinité, en fait. J'étais pas tout seul, hein. Donc, c'est-à-dire, j'étais porté aussi par toute une vague de gens qui avaient aussi envie d'en découdre, quoi. Donc, ben oui, c'est pas individuel. Je pense que c'est peut-être une approche plus collective, peut-être du vêtement. Donc du coup, il y a une adhésion qui se fait de façon naturelle, et puis du coup, les gens te portent aussi, parce que tu portes leur voix. Donc, quelque part, c'était ça. D'ailleurs, la marque, c'est Xulibet, ça veut dire ouvre bien les yeux, sois pas dupe. Donc, voilà, donc tout ça, je pense qu'il y avait un message aussi qui portait. Donc, c'est peut-être pour ça que ça a été facile. Je serais tout seul dans mon crayon. D'ailleurs, je ne serais pas à l'hôpital éphémère parce que c'est tout un... Et puis, tous les gens autour, je ne sais pas. Je pense que c'est plus l'engouement qui porte que, parce que tout seul, non. Après, c'est les moyens, je pense que c'est aussi les gens qui t'apportent aussi, tu vois. C'est ça, les maquilleurs, j'avais les plus grands maquilleurs de l'époque. Des gens comme Topolino, Karim Mita, mais qui était un coiffeur mais hallucinant, mais qui est décédé. C'est toute une génération. Oui, c'est ça. Donc, je pensais pas, j'étais pas tout seul en fait. En fait, on se rend compte qu'en fait, on n'est pas si seul en fait. Beaucoup de gens qui te ressemblent, et qui ont envie d'exprimer aussi.
Et à propos de gens qui te ressemblent, alors qu'à Paris, le milieu de la mode était quand même relativement fermé et snob, à Londres, il y en avait une qui détonnait très fort, c'était Vivienne Westwood. Ah oui. Et elle a fait un truc dingue, c'est qu'un jour, elle a eu un prix avec un chèque, et elle t'a donné le chèque. Oui, oui. Elle est hallucinante et je rends un hommage vibrant à cette dame qui m'a beaucoup inspiré aussi. J'ai oublié de lui parler de... J'ai fait que Alaya, ça a été quelque chose, Saint-Laurent, ça a été quelque chose, mais Viviane Westwood, c'était... bon, là... C'est-à-dire, c'est des gens qui te... En fait, qui t'ouvrent en fait d'autres voies, quoi, de possibles. Voilà. Et effectivement, bon, c'était dans les années 95, je crois. Il y avait les Vénus et il y avait un prix où il y avait une dotation et elle m'a offert la dotation. Donc, moi, j'aime beaucoup cette femme et paix à son âme, quoi, maintenant qu'elle est partie. Et pareil, je pense que j'avais une affinité très forte avec elle, parce que c'était côté rugueux. À contre-courant aussi. À contre-courant, ouais, qui a envie de soulager ses contemporains, quoi. Voilà, je pense que c'est l'amour, ça. Qui a envie de dire oui, non, faisons différemment, quoi. Voilà, ouais. Et oui, c'est quelque chose. Et puis c'est quelqu'un qui m'a aussi, en fait, ouvert les portes de la mode, hein, davantage que mon propre travail. Parce que bon, elle m'a amené dans des lieux, Tu veux dire qu'elle t'a littéralement préparé la main? Oui, parce que bon, préparer la main, ouais, littéralement, ouais. Parce qu'elle défilait à Paris à l'époque, donc elle m'invitait tout le temps parce que c'était les fêtes les plus courues, qu'on va se dire. Et moi, j'étais assis à sa table. Donc voilà, elle était assise à la table de Viviane, tout de suite respectée, quoi. Donc quelque part dans la mode, bon, c'est très snob, hein. C'est à l'époque, peut-être moins, même jusqu'à présent. Bon, c'est toujours snob. Toujours très snob, voilà. Et alors, quand même, quand toi t'arrives avec des tissus recyclés, il y a le monde de la mode qui te regarde bizarrement, mais du côté des journalistes, de la clientèle et tout ça, comment est-ce que les gens percevaient avec... Parce que tu as 40 ans d'avance sur cette affaire. 30 ans. Oui, Allez, 30 ans. Oui. Ben, c'est une facilité en plus. C'est-à-dire que en fait, moi j'ai élargi le spectre en fait des matières. Donc il y avait tellement de... Et puis moi, j'aimais bien aller fouiner, m'habiller différemment, voilà. Prendre des choses. À l'époque, c'était Geristold. Ils ont enlevé le D, mais après, il y avait Tati. Il y avait les puces de Montreuil, les puces de Clignancourt. J'aimais bien les créateurs. Hein. J'aimais bien, mais bon, j'ai regardé. Il y avait Gauthier Jean aussi, j'aimais bien. C'était cher. C'était très cher. Donc, Alaya, j'adorais, mais c'était très cher. Jusqu'à présent. Mais c'est bon. Mais quand tu vois le travail dessus, tu te dis, ok, oui. Bon, il y en a, bon, tu te demandes pourquoi. Donc, mais bon. Mais bon, moi, ce que j'aimais bien, c'était le mélange, en fait. C'est-à-dire, bon, gommer un peu les frontières entre les trucs et puis redonner une vie à des choses qui n'ont pas l'air, mais qui ont une qualité même presque supérieure, quoi. Donc, des anciennes chemises, aujourd'hui, si tu compares ça avec les chemises que tu trouves chez H&M, il n'y a pas photo, quoi. Donc, voilà, donc plutôt que les produire, écoute, moi je les prends en ballot, je les nettoie, je mets mon sigle derrière, des fois je les recintre, je fais des chemises, des robes avec, des trucs, voilà. Et ça m'amène un plus, peut-être même un peu plus abordable, tu vois,
Et le mélange fait que bon, ça étoffe aussi ma collection, quoi. Quelque part, c'était tout bénef. En clair, bon. C'était très précurseur. Parce que c'est très actuel aujourd'hui, mais ça l'était beaucoup moins il y a toutes ces années. Oui, c'est très actuel aujourd'hui. Après, il y a beaucoup de greenwashing aujourd'hui. Oui, il y a beaucoup de mais ça reste. Oui, je pense que je sais pas si quelqu'un avait fait ça avant. Mais bon, c'était un truc de dandy en fait. Il y avait des gens, moi je voyais tous ils customisaient leurs trucs. On a toujours fait ça. Je veux dire, on allait chez le tailleur, on se faisait faire notre chemise. Bon, c'était à Bamako. Bon. Mais bon, il y avait, et puis bon, forcément, les chemises à fleurs, bon, des fois on en trouvait aux puces, donc on rajoutait ça à notre panoplie, des choses qu'on ne peut pas trouver partout, du coup ça nous mettait un petit grain, quoi. Du coup, c'est des choses que bon, et puis bon, c'est peut-être une approche culturelle différente, parce que bon, avant, je pense que bon, on héritait aussi des vêtements des grands frères. Donc du coup, tu étais toujours obligé de le recouper, de le remettre à la sauce du jour. Donc voilà. Moi, je sais que mes grands frères, ils étaient plutôt pas def, des choses à l'époque. Bon, après nous, on n'était plus du tout dans ce truc. Donc quand on récupérait leurs pantalons, on coupait, on faisait des trucs. Parce que bon, il y avait quand même un travail. Bon, je pense que, en tout cas, moi, je l'ai toujours intégré dans ma façon de travailler, mais naturellement. Et puis, il y avait aussi, parce que, effectivement, il y avait énormément de stocks, de choses. J'en ai pris davantage conscience. Voilà, elle me disait, mais pourquoi on réintègre pas tout ça plutôt que bon, surcharger encore la barque. Donc voilà, c'est. Et aussi, ce que je disais au début, c'était des questions aussi qu'on se pose aussi quand on vient d'un pays du tiers-monde, où la ressource est très complexe. Donc on essaye d'économiser au max. Voilà. Et tu parlais tout à l'heure de ton étiquette rouge sur laquelle il y a écrit Funk in Fashion. Et tu fais régulièrement un lien avec la musique. Et le funk, c'est pourquoi? C'est pour dire que c'est vraiment une autre culture? Je pense que moi, ce que j'ai retenu dans le funk, c'est, on va dire, l'approche émancipatrice. C'est vraiment ça, ce qu'on a appelé le freak out, allez, on se lâche. Voilà, et puis on fait, on va dire, le truc aussi hédoniste où on se fait plaisir sans complexe, sans en avoir à référer. Donc vraiment, c'est-à-dire que c'est une musique que bon, les Noirs américains ont fait pour eux-mêmes, pour se soulager de plein de frustrations, de choses. C'est ça, quand tu écoutes les Parliaments de James Brown, même si c'est ouvert, hein, après il faut adhérer, c'est clair, mais c'est ça qui fait aussi sa force, quoi. C'est-à-dire que il y a un effet de confort, de plaisir, d'émancipation, de liberté. Et c'est pour ça que j'ai ajouté le in, c'est-à-dire que c'est en anglais qui est un peu l'action, en train de voilà. Donc voilà, c'est plus ça que bon, j'essaie aussi de on va dire de prendre comme substance en fait
tu vois, dans ma façon d'aborder la mode, la joie, quelque part. Même si, c'est-à-dire que les surpiqûres, même si, c'est-à-dire que quelque part, on a souffert, il y a une espèce de souffrance, mais on va peut-être en faire aussi une force, voilà, un étendard. Vous voyez, même si les souffrances, les cheveux rouges, en même temps, c'est un peu tout le monde. C'est le lien, en fait, qu'on a aussi en partage, le sang, les veines, les choses. Parce que bon, c'est une mode qui est très près du corps, c'est un peu une seconde peau, donc c'est très sensible. Donc, voilà, c'est comme ça, cette sensibilité que tu as aussi dans la musique, dans le funk, Mais donc le fil reste rouge toujours oui, mais pour marquer le sang. Ouais, mais en même temps, il y a aussi, c'est-à-dire qu'il y a cette, le rouge, c'est un peu des blessures aussi qui peuvent rester vivaces et tout. Mais c'est pas toujours rouge. Des fois, je fais noir. C'est un peu aussi des choses qui passent en fait, qui sont en fait, blessures, mais qui sont qu'on intègre, qui sont passées, puis On vit avec. Voilà, on vit avec. Voilà. Et je peux me tromper, mais j'ai l'impression que dans les années 80, la mode, c'était quand même destiné aux gens qui travaillaient déjà, peut-être trentenaires, quarantenaires, je ne sais pas. Alors que toi, et encore une fois, tu m'arrêtes si je dis des conneries, mais j'ai l'impression que toi, tu visais des gens beaucoup plus jeunes. Oui, moi, c'est vraiment, c'est ça, il y avait ce gap entre la jeunesse et puis la mode, qui était complètement hors sol. La mode, hein, pas la jeunesse, hein, mais... qui était complètement hors sol, et puis voilà, il n'y avait aucun égard, en fait. Et puis, c'est eux qui faisaient la mode, la jeunesse. Donc, quelque part, on pille, mais on n'a pas le retour. Et bon, moi, je me suis dit, écoute, là, on est là, faisons-le pour nous. Donc, et puis en abordant ça, c'est vrai que c'est pour ça qu'au départ, c'était vraiment pas cher. Parce que, bon, c'était pour la jeunesse. C'était aussi pour les femmes, parce que tu utilisais ce lycra qui était une grande liberté de mouvement. C'était étrangement nouveau. Enfin, il y a le collant qui était passé par là un peu avant. Mais finalement, d'avoir tout un vêtement qui donne de la liberté de mouvement. Et ça, c'était l'influence de ta mère, c'est ça ? De tout le temps, c'est-à-dire, mais c'est vrai que moi, ma mère, elle a été, bon, des fois, on dit, il y a toujours une femme derrière quelqu'un, mais moi, ma mère, elle a beaucoup compté, parce que, bon, elle s'est beaucoup occupée des femmes elle-même, en tant que médecin gynéco, en Afrique, avec des problématiques, il y a très peu de médecins pour la population. Donc j'ai vu passer des choses, mais c'est vrai que quand on regarde le monde, les femmes ont toujours été à la traîne des préoccupations. Donc d'une certaine façon, c'était une façon pour moi de rendre c'est pour ça que je me suis concentré sur les femmes, parce que bon. Parce qu'il y avait aussi cette envie émancipatrice, donc c'est pour ça que je parle du funk, de problématiques. C'est quand même une chose qui a été en fait fondatrice en fait de ma façon de travailler. Donc, déchaîner les chaînes, quoi. Oui. Voilà. Et c'est toutes les femmes déchaînées qui ont adhéré à ta marque. Parce que entre Rossi Palma, Grace Jones, je sais plus, Naomi Campbell, Erykah Badu, pour ces mêmes raisons, c'est ça, hein? Ouais, parce que bon, elle s'intéressait aux femmes dans sa largeur, dans tous ses états. Donc, c'est
en tout cas, c'est rien faire pour entraver, en tout cas, la marche vers une émancipation, en tout cas, des femmes. Hein. C'était ça. J'ai pas la solution, mais je fais rien pour. Au contraire, j'essaie d'apporter le mieux, le flow que je peux au possible, quoi. Mais ça, c'est vrai que ma mère, elle a toujours lutté. Déjà peur pour sa propre personne. C'était pas dans les années 50 une femme noire, médecin, c'était très compliqué. T'as été infirmière et puis c'est tout. Hein. Après on te demandait pas. Voilà. Et puis bon, je pense qu'elle a toujours lutté. Bon, mes parents en tout cas, ils ont toujours lutté. Donc c'est peut-être de cette façon et ma mère davantage parce que bon. En tant que femme, c'était pas simple. Les gynécos. Les gynécos, avec des problématiques, bon, des inerties qu'on peut trouver dans les traditions comme l'excision, toutes les choses. Bon, c'était pas simple. Donc, bon, bon, paix à son âme. Mais je pense que c'est des lutteuses, quoi. Donc, elle n'était pas seule, mais elle a été contribuée à. Je vais passer du gynéco à la lingerie. Parce que, oui, mais parce que tu as mis la lingerie par-dessus le vêtement, ce qui était très nouveau. Et pour toi, ça voulait dire que on n'était pas dans la séduction, on était dans... Qu'est-ce que tu voulais raconter dans cette inversion ? Je pense que, si je parlais tout à l'heure de sensibilité, je pense cette sensibilité à fleur de peau, je pense qu'on est tous humains, on a cette sensibilité à fleur de peau. Et quelque part, l'intimité, c'est quelque chose que je trouve sacré. Et peut-être, tu vois, l'apporter d'une certaine façon, sans être vulgaire, hein, je pense pas que Zulibet soit une marque vulgaire, mais c'est une marque sensuelle. Quelque part, je pense que c'est une force, tu vois, que bon, j'essaye de garder en tout cas, et l'intimité a cette force, en fait, en tout cas même si, bon, bah, il y a beaucoup de choses, tu vois, je fais des vêtements en réalité en randonnion, quoi, c'est-à-dire... Donc, et ça, je pense que ça réduit, en fait, le vêtement à l'essentiel, quoi. Et donc, moi, je suis parti de ça, en fait, pour réarmer, en fait, ma façon. Je suis parti de l'intérieur. Pour ça, j'ai retourné la couture d'ailleurs, parce que donc de l'intérieur à l'extérieur. Donc c'est une démarche en fait qui vient en fait parce on va aborder le vêtement pour le paraître et pas pour ce que ça nous produit comme sensation. Donc moi je sais pas, c'est cette partie de cette sensation première qui est peut-être cette que tu peux ressentir peut-être dans l'intimité. Que bon, les vêtements qu'on peut aussi avoir, vêtements dans des états complètement différents. Donc je suis parti de l'intérieur plutôt vers l'extérieur. C'est plus ça en fait que j'ai essayé. En tout cas, bon, des fois ça marche, mais je pense que bon, en tout cas, c'était ça l'idée, quoi. Et alors, en 1995, il y avait la mode ici-là. Les vêtements de sport, ici, là, personne ne se parlait. Et puis tout d'un coup, Puma t'appelle et c'est, je crois, la première fois qu'une marque de sport fait une collab avec quelqu'un du monde de la mode. Oui, ben, quand on voit aujourd'hui la force du vêtement de sport, on a été un peu dans cette précursion, mais aujourd'hui, le truc, c'est qu'il y a une contradiction, parce que c'est des vêtements aussi qui sont très productrices
de déchets. Donc moi, l'essentiel de ce que je recycle, justement, c'est les vêtements qui ne sont pas biodégradables, tous les trucs, moi, je fais des tas de choses avec des maillots de sport, les trucs, tu sais, je les remets, en fait, je les recoupe, je prends une matière dessus. Donc, au départ, c'était ça, en fait, cette approche avec Puma, c'était de ramener, en fait, le vêtement du sport dans cette dynamique urbaine, parce que, c'est-à-dire que les gens, surtout les jeunes, n'avaient pas plus envie de ce vêtement cossu, et lourd, qui pouvait pas, on peut même pas bouger dedans. Il fallait être bien habillé, mais c'était des entraves. Et puis d'un autre côté, il fallait aussi repenser le mode de production, c'est-à-dire ramener des choses qui sont, même s'ils sont hors circuit, ils ont peut-être encore une valeur sur laquelle on peut retravailler. Donc c'était ça, en fait, il y avait une double. Et là, moi, ce que je faisais, je recyclais des vêtements de sport, tous les maillots, les machins, les trucs. Donc c'est ça qu'ils ont vu et donc on a essayé aussi de le mettre. Mais bon, à l'époque, c'était quand même c'était ils ont joué le jeu du marketing, c'est-à-dire ça a quand même redoré quand même pas mal le blason de Puma parce qu'ils étaient vraiment dans une situation très complexe. Mais il y a toute une partie aussi qu'on avait développée qui n'a pas eu le temps d'éclore en fait. Et que on est parti quand même un peu frustré. Ça a été une expérience formidable, hein. Johan Seid, qui a été à l'époque initiateur aussi de ce projet, il vend aussi une autre façon, on va dire, l'économie durable. Je pense que aujourd'hui, mais ça a été quand même quelque chose de formidable à faire. Et puis ramener ces matières dans la vie, aujourd'hui, c'est flagrant, quoi. Mais de toute façon, il y a des choses qui sont restées. Quand tu as pris des vestes de survêtement informes, que tu les as cintrées pour les femmes, aujourd'hui on les vend toujours cintrées pour les femmes. C'est ça, ouais. Le truc, c'est vrai que aussi dans le sport, il n'y avait rien pour les femmes à l'époque. Donc c'était très masculin. Donc l'idée, c'était partir de ça aussi, ramener le sport, d'une certaine façon, aux femmes, quoi. Ouais. Parce que elles étaient actrices comme tout le monde, voilà. Et les Trois Suisses, avec qui tu as travaillé pendant plusieurs saisons, c'est arrivé après Puma, c'est ça? Non, c'est arrivé avant Puma, les Trois Suisses. Les Trois Suisses, c'était 93 ou 94 déjà. Puma aussi, c'était 95. 95. Les Trois Suisses, c'était 94. Les Trois Suisses, ce qu'on a essayé de faire, en fait, c'était plutôt cette problématique de l'inclusivité. C'est-à-dire, pareil, ça a été assez compliqué à mettre en place. Tu as fait un peu la révolution chez eux? Mais non, mais c'était pas une révolution, parce que qu'en réalité, parce que c'est des gens qui sont hors sol, la réalité, en fait, les a dépassés. C'est ça en réalité, c'est toujours aujourd'hui, c'est le cas. Donc ils sont toujours à la traîne. Donc voilà, après, pour les amener à voir, il faut du temps, quoi. Et puis, donc, quand tu es premier, c'est très compliqué. Ils le sont plus, hein. Ouais, là, ils sont plus. Ouais. Non, mais voilà, à l'époque, voilà, c'était. Mais ils pensaient qu'ils détenaient la vérité. Ouais. Donc, ils étaient vraiment Donc, au départ, on a été très explicite. On disait on voulait amener un truc un peu différent. C'était un mélange des cultures. Et puis peut-être même au niveau du casting. Normalement, ce qu'ils faisaient avec les créateurs, ils leur offraient les 2 premières pages. Et voilà. Donc, ils étaient tous contents. Ouais, ok. Et puis après, on s'est retrouvés en milieu de page.
au milieu de catalogue. Je dis, mais attendez, c'est quoi ce truc? Vous nous dites, ok, on construit tout le truc ensemble et tout, et en fait, vous jouez pas le jeu. Donc, bon, bah, c'était... Et puis, bon, il y avait effectivement, j'avais pris des mannequins noirs. Et ouais, parce que c'était jamais, mais nous, on a grandi avec les catalogues de la Redoute au Mali. Ouais. Les catalogues de la Redoute, les catalogues 3 Suisses, mais dans tous les pays, il n'y avait que des blancs. Mais même en France, il n'y avait pas que le Mali, mais en France, c'est quand même un des pays les plus cosmopolites du monde. Là. Mais voilà. Et quand on voit la couleur de la jeunesse qui arrive, mais tous les gens, mais c'était quand même très mélangé, quoi. Et qu'on ne retrouve pas ça dans les pages des 3 Suisses, ou de la Redoute, c'était quand même, une ineptie, quoi. Donc voilà, moi j'aurais proposé, mais ils étaient vraiment très enthousiastes. Mais pas jusqu'au point d'aller l'imprimer au début du catalogue. Il ne faut pas déconner. Faut pas déconner. Donc, mais malgré ça, ça a quand même marché. Donc, ils étaient très étonnés. D'où le fait que vous ayez fait plusieurs saisons. Du coup, on a fait 3 saisons avec eux. Donc, la première, je crois que j'étais l'un des seuls créateurs à avoir fait autant avec les 3 Suisses, quoi. Donc, ouais. Donc, mais c'était quand même dur. Hein. Ouais. Et tout à l'heure, on parlait de funk, mais toi, tu as aussi comparé ton travail au rap en disant que le rap recycle des morceaux de chansons, toi, tu recycles des morceaux de tissu, et que du coup, vos cultures se rejoignent. Ah oui, tout à fait, parce que, c'est-à-dire, en fait, d'une certaine façon, parce que il y avait des problématiques à la fois identitaires ou de choses encore mal digérées, des problèmes qu'on n'a toujours pas, qui restent souvent sous le tapis, quoi. Donc, mais bon, c'est-à-dire que le hip-hop, ils sont venus avec une attitude qui dépasse, mais en récupérant des choses qui étaient complètement le funk, c'était vraiment rester dans une communauté. C'était pas la disco, pareil, c'était venu, mais c'était très il y avait quelques, je pense, hein, en tout cas, c'était pas. Même moi, je me souviens que ça a été une lutte pour que même Michael Jackson ait accès à MTV à mon époque. Je sais pas si tu te souviens. Bien sûr. C'était quand même. Non, et puis donc tu sais, les gens du hip-hop, ils sont venus avec des choses qui étaient d'une force, mais qui étaient restées complètement à l'abandon, quoi. James Brown, elle était presque ruinée. Hein. James Brown, il était au bout du rouleau, des gens comme lui. Il a été ruiné, mais il a laissé $100 millions derrière lui. Ouais, mais bon, je veux dire, il était bon. Mais bon, après, bon, des George Clinton, tous ces trucs, voilà, c'était quand même des monstres de génie, quoi. Oui, qui sont revenus avec le rap. Qui sont revenus avec le rap. Ouais. Et ça, en fait, donc, tu sais, ils ont récupéré ça et puis ils en ont fait un terrain, mais sublime, quoi. Et voilà, c'est ça aussi, ce truc que tu vois, que tu pouvais même plus rejouer parce que tellement c'était d'une force. Et dans le textile, c'était pareil, c'est-à-dire, moi, je parlais de la chemise grand-père, la chemise grand-père et la chemise d'aujourd'hui. Si tu veux rejouer la chemise grand-père, c'est hors jeu, quoi, c'est dur. Mais bon, quand on voit la qualité que tu étais, c'est pas une nostalgie, mais c'est juste le ramener et en faire quelque chose, voilà. Je recyclais des pulls entiers de choses,
tricotés à la main, mais sublimes, des ballots de crochets là, que les gens avaient dans les ballots, dans les comment on appelle les trucs de mariage là, les trousseaux de mariage qu'on tricotait pour les bébés, des draps de laine au crochet. Je faisais des robes, mais pas possible avec ça, quoi. Donc, que si tu veux refaire, mais c'est de la haute couture. Donc, forcément, bon, c'est tentant. Donc, donc voilà, c'était une force supplémentaire et voilà, et c'est pour ça qu'il y avait c'est bizarre parce qu'on ne s'est pas concerté avec les gens du hip-hop, c'est venu en vague, voilà. Avec vraiment des idées très parallèles. Ouais. Mais et justement aujourd'hui, comment tu fais? Parce qu'il y a la tendance, c'est des grands groupes avec des gros logos et des gros prix, et absorber la créativité de la rue pour en faire quelque chose. Toi, tu es plutôt quelqu'un qui a inspiré la rue, mais aujourd'hui que tout le monde, enfin toutes les nouvelles générations, en tout cas heureusement, se tournent vers le vintage, comment tu arrives à garder ta longueur d'avance? Écoutez, je pense que les gros logos, bon, je l'exploite. Hein, je veux dire, mais j'ai toujours ma marque, elle est toujours à l'extérieur. C'est une grosse étiquette, qui en dit long. Je suis pas non plus dépourvu de visibilité. C'est-à-dire, c'est pas les mêmes moyens, mais l'impact reste quand même performant, quoi. Les t-shirts, avec le slogan Zulibet, Funk and Fashion, ça reste quand même. On reste quand même. C'est des choses que, même, je pense que nous, on a initié, c'est les gens de la rue, parce que justement, cette visibilité, c'est-à-dire qu'on nous a refusé cette visibilité-là, et donc, on aborde aussi notre fanion d'une façon exutoire, quoi. Donc, oui, donc après, c'est vrai que, maintenant, c'est récupéré par le mainstream, par les gens, des grands groupes. C'est normal de faire partie de la force nourricière. Je pense que il faut inspirer les générations. Moi, je fais pas le procès, mais je pense qu'il faut quand même. Moi, c'est le seul truc sur lequel je pense qu'il faut quand même soigner le monde. Et je pense que moi, la limite, elle est là, en fait. Je n'essaie pas de faire à outrance pour faire... c'est peut-être... je ne serai pas riche comme machin, mais... Machin du coin. Voilà. Mais je pense que mais quand on voit, moi je sais pas, j'ai beaucoup d'admiration pour la jeunesse, tous les gens du hip-hop aujourd'hui, parce que quand même, ils arrivent à sortir du lot, à faire des choses et puis s'enrichir. Et puis voilà. Je trouve que c'est plutôt bien. Je vois des Maître Gims, des Jules, c'est-à-dire pour moi à mon époque c'était différent, c'est-à-dire ceux qui s'en sont, même s'ils s'en sortaient, ils vendaient des disques, mais c'était pas à ce niveau maintenant, c'est-à-dire qu'ils sont quand même propriétaires ils produisent eux-mêmes leurs trucs, donc c'est une autre approche qui est quand même assez salutaire. Parce que c'est des gens du ghetto, mais ils sont là et ils produisent leur propre substance. Quelque part, je suis OK, quoi. Mais je pense que la limite, quand même, faut soigner le monde, quoi. Faut aussi rendre l'appareil. Il faut pas... On voit aujourd'hui 1% de la population qui détient... 90% de la richesse mondiale. Et qui pollue. C'est aussi, qui pollue. Là, c'est vraiment, c'est le lieu
de violence la plus féroce. Donc bon, voilà, je pense que j'essaie juste de rester dans une espèce, ça n'a rien de moral, hein, c'est juste une réalité de survie que je pense que je prône. Voilà. Et tu parlais de l'Internet et de l'impact que ça avait sur les créateurs africains, que c'était un espace de liberté formidable, la possibilité d'accéder à autre chose. Toi, c'est aussi quelque chose que tu utilises beaucoup pour, ça participe à l'expansion de ta marque? Moi, ça a beaucoup participé à l'expansion de ma marque, ouais, tout de suite. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, Internet, à ses débuts, j'étais très tout de suite, même sur la distribution, sur la vente en ligne, sur la vitrine. Moi j'ai commencé avec le Flash en 98, donc... Ah oui, c'est très pionnier, ça. Ah ouais, là, c'est vraiment... C'est le dinosaure de... 99, 90, ouais, Flash. Après, bon, on est passé. Bon, maintenant, c'est les plateformes. Mais bon, ouais, mais je pense que ça a été quand même un lieu d'expression et puis de vulgarisation quand même très, 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 très forte, surtout pour les créateurs africains. Même la circulation aussi des idées, je pense qu'en tout cas ça a contribué. Quand on voit aujourd'hui, même dans la musique, des gens comme le Naija, des gens comme Wizkid, Burna Boy, tous ces gens, ils ont beaucoup. Ça a été un peu le terrain et ça a ouvert des pans entiers pour les créateurs africains. Et je passe du coq à l'âne, pardon, parce que tout à l'heure on a parlé de ta mère, mais pas de ton père. Et ton père était très engagé politiquement. Et tu cites l'influence de ta mère, mais en fait tu es très engagé toi-même politiquement. Ouais, peut-être... je pense que la conscience est... Bon, la conscience politique, elle vient aussi par le besoin, quelque part, de comprendre, en fait, ce qui se passe, le monde. Mais je pense que, bon, ma mère a été très forte, tu vois, pour me sensibiliser à la problématique humaine. Mon père a un engagement politique contrarié, parce que bon, c'était eux qui étaient à la base de l'émancipation en Afrique, c'est-à-dire les premiers qui ont lutté pour l'indépendance, mais en fait qui avaient aussi une utopie socialiste, mais très progressiste, très moderne. Et je pense qu'il y a beaucoup d'idées qu'ils ont, eux, soutenues, que pour moi, j'ai beaucoup... sur laquelle j'ai beaucoup réfléchi aussi derrière. Donc, tu vois, c'est vrai que ça a contribué à ma construction, quelque part, même... et puis, mes parents, tu vois, ils ont été tellement tenaces dans leur... Quelque part, tous les deux, je pense qu'ils ont une très forte influence sur... Mon père a été en détention pendant très longtemps parce que bon, il y a eu, évidemment, il y avait la guerre froide. Tous les régimes socialistes se sont fait balayer par surtout en Afrique, il y en a qu'on a liquidé, des Thomas Sankara, et Modibo Keïta, s'il en faisait partie en 68, ça a été... Donc il est resté très très longtemps en détention, pendant 7 ans, donc on ne le voyait même pas. Donc à des conditions de détention déplorables. Donc quand il est sorti, j'étais adolescent déjà. Donc, il est parti, j'étais petit. Mais quelque part, ça a contribué à justement cette résilience que tu peux produire en tant que
sortir de ça et puis garder la tête aussi, la foi en tout. Ouais, Et puis il avait beaucoup écrit aussi, mon père. Donc bon. Ouais, je pense qu'ils ont quand même beaucoup contribué à mon état d'esprit. C'est vrai. Ouais. La conscience, peut-être, je dirais, humaine. Ouais, ouais. Et ta conscience humaine t'a amené cette année à changer encore ta manière de faire ton défilé. Tu as utilisé les commerçants de ton quartier, les boutiques, tu as fait défiler des dames de toutes sortes d'âges. Tu peux raconter un petit peu ton idée et ce que tu as fait? Je pense qu'il faut avoir, moi j'essaie d'avoir une proximité quelque part, en fait, d'échange, en fait. Je pense que on est dans un métier qui peut aussi solliciter beaucoup d'énergie. Donc c'est-à-dire que c'est ce partage, cette sollicitation, en fait, qui est, me semble universel, en fait. Et le fait, justement, j'essaye, à cause de ça, de désenclaver, en fait, la mode. Donc ça a toujours été cette approche de désenclaver et l'amener dans une posture plus festive, plus joyeuse, plus... on va dire, qui fait du bien, quoi. Donc, je pense que, bon, c'est-à-dire quand ça mène, c'est quand même un média très puissant, la mode, il faut le savoir. C'est quand même une force hallucinante, quoi. C'est-à-dire, bon, ouais. Donc, quand tu apportes ça à des gens qui s'y croient complètement exclus et qui, en fait, se redécouvrent en portant un simple vêtement qu'ils n'ont même jamais imaginé, et ben, il y a un déclic qui se fait, il y a une révélation d'elle-même. Je pense que bon, ça ouvre d'autres champs pour des personnes qui n'ont pas l'habitude ou qui se voyaient, ah non, ça c'est pas pour moi, ça c'est trop. Alors que quand elles portent, elles se redécouvrent et un autre visage en fait, auquel elle a toujours rêvé en réalité, mais qu'elle se refusait en fait. Voilà. Et le fait et du coup, ça produit une énergie nouvelle. Et on a besoin de ça, en fait, pour avancer. C'est-à-dire, c'est ce que moi j'appelle la synergie, quelque part. Donc, bon, fait que, bon, vraiment, moi, je vois j'ai vu des gens qui ah non, c'est pas pour moi ça, non. Oui, ben attends, essaye, puis voilà. Et puis, paf, il y a le déclic, quoi, qui fait que, bon, c'est... En même temps, c'est une beauté qui s'exprime tout de suite. On se voit différemment, quoi. Et ça, je pense que ça... Et ça, du coup, ça soigne. Et ça soigne. Et tu vois tout de suite la puissance que ça peut t'amener sur un défilé. Quand tu vois des gens avec une confiance, mais par-dessus le marché, et qui portent tes vêtements, qui te portent, là, c'est hallucinant. C'est ça qui fait la force de Xolibet, en fait. C'est pas que les vêtements, c'est tous les gens qui le portent et qui sont faits, en fait, à la fois qui se révèlent à travers et puis qui, voilà, quelque part, bon... c'est ça, c'est pour ça qu'on est encore là et qu'on n'est pas un grand groupe malgré tout, mais on est là, on vit avec... ouais. Parce que bon, l'industrie, c'est quand même, quand on voit l'État, Roubaix, ça a été quand même un lieu extraordinaire. Mais bon, là, c'est complètement décharné. Tout est parti à l'eau. Disons, à un moment, je pense que ça revit quelque part. Mais il y avait quand même tout le temps... moi, ça fait 30 ans que je suis dans le textile. J'en ai vu des fleurons, mais ah là là, c'était triste. Moi, ouais, des fleurons du textile, parce qu'il y a quand même, il y avait quand même
en France, je trouve que c'était quand même très en avance. Hein. Parce que c'est très technique. Hein, donc, il y a beaucoup, tout le savoir-faire est parti. Je pense que bon, après. Bon, moi, j'essaie de garder quand même le plus possible la proximité, même dans ma façon, dans les textiles que je peux trouver, ça reste quand même dans le coin. C'est pas du tout. Mais moi, j'ai besoin de cette réactivité-là. Je peux passer du coq à l'âne sans sourciller. Donc, tu vois, j'ai besoin d'avoir les choses à côté pour, pour toujours être dans la créativité, dans la réactivité et tout ça. Donc, c'est pour ça que j'utilise beaucoup les choses, tu vois, des fournisseurs français, beaucoup. Parce que bon, t'as pas des volumes hallucinants à te... je veux dire, tu dois pas... Parce que bon, il y a quand même des contraintes d'industrie, ils te demandent des minima d'hallucinants. Plus tu vas loin, plus c'est quand même, ils te demandent des 4000 mètres. Alors quand tu vends 150 mètres, donc tu fais comment? Le reste du stock, il n'y a que ça. Il y a beaucoup de stock, beaucoup de choses qui sont faites sans objet en fait. Notamment dans la haute couture, ils vendent 50 mètres voilà, ils peuvent se permettre. Parce que les 4000 mètres, ça passe déjà dans leur prix de vente. J'exagère, mais le reste, ça reste bon dans les. Voilà. Alors, ici, on est à Roubaix, la ville du tissu, mais on est accueilli par Anti-Fashion, qui aide les jeunes à travers l'idée de recycler le vêtement. Donc, comme Monsieur Jourdain avec Molière faisait de la prose sans savoir qu'il en faisait, eux faisaient du Xoulibet sans savoir qu'ils en faisaient. Et je pense qu'ils ont beaucoup de questions à te poser. Donc, on va prendre les questions de la salle. Alors, bonsoir. Bonsoir encore. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Alors moi j'ai une question, parce que j'ai retenu un truc en particulier qui m'a un peu tilté, c'était que vous parlez d'avoir fait une collab avec Puma. Alors, je me permets de... Est-ce que je peux te tutoyer? Oui, bien sûr. Voilà. Tu as fait une collab avec Puma et tu disais qu'il y avait des idées que tu avais qui étaient énoncées, qui n'avaient pas été réalisées. Est-ce que tu penses que c'est des idées qui sont réalisables maintenant? Ah oui, elles sont tout à fait actuelles. D'autant plus que maintenant, oui, elles sont tout à fait, même dardard, elles sont tout à fait réalisables, oui. Et aussi dans la question, est-ce que c'est des idées qui ont déjà été réalisées pour la plupart? Non, je pense que c'était une préoccupation qui n'est pas forcément ancrée dans l'ADN en fait des industriels. Tu penses qu'elles sont réalisables à Roubaix? Je sais pas, je connais pas très bien, mais je sais que Roubaix, ça a été. Moi, j'étais venu à Roubaix pour. Elles sont peut-être. Je sais pas. Mais je pense qu'il faut une attitude quand même assez forte pour pouvoir faire ce type de choses, quoi. Bon, moi, je me souviens que Puma, à l'époque, il fabriquait à Strasbourg même. Nous, on avait essayé de voir avec eux comment tout le stock qu'ils produisaient, qui était vendu, comment on pouvait les recycler. On avait fait toute une collection à partir de choses qui étaient même plus proches de choses... Mais moi, je me souviens, à l'époque, on faisait des petits bustiers, tous les leggings, ils ne faisaient pas à l'époque. On faisait ça à partir de leur jogging. C'était pas du tout... et là, ça aurait pu... Mais à partir de leur stock d'invendus. Donc, de choses... mais il faut quand même une ressource. Il faut qu'ils dédient certaines ressources à cela pour pouvoir... ça se fait pas comme ça, c'est aussi des choix. C'est aussi des choix, c'est des moyens. Ils ont les moyens, je pense que. Mais c'est des choix, quoi. Mais ce qui est clair, c'est qu'ils produisent énormément
de déchets, d'invendus, de choses, parce que bon, ils fabriquent au-delà de leur demande. C'est clair, toute l'industrie. Ça, c'est une réalité patente. Pas besoin d'être. Voilà, il faut juste. À Paris, il y a tous les grossistes qui rachètent les fonds même, je crois que Louis Vuitton, je crois qu'ils ont créé même un site pour revendre leur. Je sais pas. LVMH, je crois qu'ils ont une espèce de spot pour revendre leurs tissus, des choses. Bon. Non, mais je veux dire qu'il faut des moyens, il faut une intention quelque part pour pouvoir, parce que ça se fait pas comme ça, on ne claque pas des doigts. Moi, c'est un truc que moi, j'ai dû mettre des moyens colossaux pour pouvoir recycler les vêtements. Je veux dire, moi, pour le faire, j'ai un atelier, j'ai des machines, j'ai des gens qui travaillent. Et, il faut se saigner, quoi. Je veux dire que c'est des gens. Je pourrais, moi, juste faire une licence. Voilà, écoute, je fais une licence avec une grosse boîte. Ils en vendent des millions de Goodiebag. C'est une marque qui est très connue. Voilà. Mais après, c'est une question de choix. Après, je fais juste dessin, j'envoie. Voilà. Bon, après, c'est une question de choix. Quand tu me dis qu'il faut, comment on peut faire, on peut tout faire. On peut détruire comme on peut construire. Et on va prendre une autre question. Dernier, tu viens? Bonjour. Oula. Tu as parlé du coup que tes vêtements, ça venait surtout de matériaux recyclés. Et du coup, tu as parlé à Paris des guérisols. Tu as vu l'essor des guérisols, du coup, tout ça. Et je voulais savoir justement par rapport à aujourd'hui, ou comme vous en avez parlé, qu'aujourd'hui, le vintage, pour les jeunes, c'était quelque chose qui avait vachement explosé. Mais du coup, que penses-tu, toi, de cet essor des friperies en général, ce qu'on a pu voir maintenant, qui a limite maintenant toute une industrie autour de la seconde main, et que maintenant, même dans la seconde main, on voit qu'il y a une compétition, il y a une hausse des prix, enfin, c'est plus comme avant en fait. Bon, il y a déjà, effectivement, il y a toute une industrie autour de ça. Bon, quelque part, ça permet de résorber. Bon, moi je dis pas non. Hein. Bon, après, le problème, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Donc, ils sont obligés de trier davantage parce que, bon, c'est-à-dire que parce que quand on regarde l'industrie actuelle, il y a beaucoup de fast fashion. Bon, ça se retrouve très vite, en fait, parce que les gens ne gardent pas, en fait. D'une saison à l'autre, un t-shirt, tu vas le jeter, quoi. 6 mois. C'est 3 fois à peu près qu'un vêtement est porté, en fait. Ouais, donc... du coup, c'est très compliqué. C'est-à-dire que c'est pour ça que le tri, la plupart maintenant, c'est-à-dire qu'on se soucie maintenant de transformer plus ces vêtements en fibres qu'en vêtements. Moi, j'étais déjà à l'époque, on devait partir de vêtements, refaire les vêtements. Maintenant, c'est plus, on les utilise en fibres. C'est-à-dire qu'on transforme pour faire même des isolants dans le bâtiment, dans les choses. Donc, pour te dire que c'est... Voilà, donc, c'est vrai que le tri est encore plus drastique, quoi. Donc, et tous ces... Maintenant, tu trouves plutôt des H&M, CA. Ça a perdu son... Même, on trouve beaucoup maintenant même de fast fashion dans les friperies qu'il n'y avait pas avant. Ouais, c'est ça. Moi, quand j'ai commencé, on trouvait plutôt des vêtements des années 80, des années 90, des années 70, même des années 60, 50.
Ouais, moi, j'ai acheté par ballot à des fripiers qui étaient à Clignancourt. Ils avaient des entrepôts que de chemises ou que de... Ouais, ils avaient chacun, ou de jeans, des trucs. Ouais, ils avaient quand même... Et c'est des gens qui connaissaient leurs produits, ils avaient une passion et tout ça. Moi qui m'ont transmis quelque part. Moi, je suis venu un peu en opportuniste. Et puis bon, les gars, ils te transmettent quand même une espèce de passion quelque part et tu découvres que c'est tout un monde. Donc bon, maintenant, bon, après, bon, il y a un truc qui m'avait choqué. Quand il y a eu le tremblement de terre à Haïti, c'est une petite île. Les gens ont envoyé des vêtements, des dons, des trucs qui allaient carrément, mais c'est-à-dire ça noyait carrément l'île. Il y avait tellement de trucs qui venaient des dons, en fait, qui étaient ridicules, quoi. C'est-à-dire, bon, dont ils n'avaient plus. Ils se sont retrouvés à gérer les déchets du monde entier plutôt que de résoudre leurs problèmes. Bon, j'exagère, mais en fait, c'est que ça, quoi. C'est très compliqué, même. Donc, bon. Mais bon. Moi, ce que je fais, souvent, bon, je prends les trucs, je les découpe en fibres, je les tricote, je fais des... Bon, même je fais mes chutes, je tricote, je les attache. Moi, ça fait des fils un peu grotesques, mais après, quand tu tricotes, ça te fait des trucs pas mal, quoi. C'est-à-dire, bon... c'est même des vieux jeans... ouais, tu les tricotes, tu fais... Les fils avec le jean. Ah ouais, ben ouais, et puis ça te fait un truc quand même, c'est pas mal, hein. Mais ben, avec des gros... Des grosses mailles un peu. ouais, des gros aiguilles. Avec des grosses aiguilles. Tout le monde sait tricoter, sinon tu demandes à ta grand-mère. Je vais lui demander alors. Comment on appelle le point, le premier point, là, le point mousse. J'ai essayé, hein, mais j'avais pas la patience. C'est easy trop comme dur. le point mousse. Ben, le problème, le point mousse, c'est facile. Mais bon, après, c'est vrai que bon, il y a, y a pas un grand intérêt. Enfin, je sais pas, bon, moi, c'est-à-dire, moi, j'essaye de faire les choses, bon, les vêtements de sport, parce que c'est pas biodégradable, donc il y a beaucoup de choses, tu vois, je coupe une manche dedans, je coupe un deux manches, je coupe, et puis j'assemble tout ça, et ça fait un truc différent, ça. Ouais. D'accord, merci. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. J'avais quelques petites questions. La première, c'est, je sais que derrière certaines collections, il y a un message. Et vous prenez quoi comme message? Pourquoi avoir... en gros, vous avez dit tout à l'heure que ça ne se faisait pas avant de recycler, en fait, d'utiliser des vêtements recyclés et en faire des vêtements en soi, de nouveaux vêtements. Et pourquoi vous avez décidé de faire ça, en fait? Le message derrière chacune de vos collections. Ben, j'essaye de simplement le message il est intrinsèque en fait. Bon, j'évite de gâcher quoi. C'est tout ça. Et puis moi j'essaye d'amener une force à ce que je fais. Donc peut-être j'ai une rigueur. Tu vois, j'ai pas envie d'être le dernier de la classe quoi. Donc j'amène des trucs un peu différents que les autres n'ont pas. Donc quelque part, non voilà, quelque part moi ça me, c'est un plus quoi. C'est un plus, c'est-à-dire que bon, je fais pas que du recyclage, c'est-à-dire je fais beaucoup aussi de vêtements de l'industrie, c'est-à-dire des rouleaux de tissu que j'achète, que bon je coupe. Mais je mélange, voilà, c'est pas... Ça donne une touche unique que tu trouves pas ailleurs, quoi. Voilà. Mais qui peut intéresser tout le monde. C'est pas non plus... L'idée, c'est... Je veux pas être différent juste pour être différent, mais je vais parler aux autres aussi, quoi. C'est-à-dire que ça a des choses qui peuvent les toucher. Parce que je suis pas seul à porter mes vêtements, ben, il faut aussi que les autres puissent s'y intéresser. Donc quelque part, bon, c'est-à-dire c'est de partager aussi une aspiration, quoi, une aspiration
des affinités voilà, le monde, mes contemporains, les gens, voilà, les jeunes qui arrivent, leur laisser de la place aussi, tu vois, pas imaginer que le monde va s'arrêter demain après moi, quoi. Ouais, je comprends. Après, vu que c'était assez osé pendant cette période, si ça ne s'était pas bien vu, si ça n'avait pas fonctionné, est-ce que vous deviez directement aller vous greffer à ce que faisait déjà l'industrie en cette période-là, ou vous devez quand même imposer votre rythme ou, Non, mais on ne parle pas de rien non plus. Je veux dire, il faut faire avec l'industrie. C'est ça que j'essaie de dire aussi. Il faut faire avec. On ne parle pas de rien. Je veux dire, je n'aurais pas la prétention d'avoir tout inventé. Donc forcément, si on a tous les éléments en main, on peut arriver à quelque chose qui forcément va toucher. Je veux dire, voilà, on ne crée pas non plus bon, moi, je ne me suis pas posé la question, en fait, de est-ce que ça va être accepté ou pas. Mais je sais que, bon, forcément, à partir du moment où, justement, je porte une certaine... Je ne suis pas seul, quoi. Forcément, ça... je pense que, bon, de toute façon, la mode, je pense qu'à la base, c'est une œuvre collective. C'est ce que je dis. On ne le fait pas tout seul sur sa planche. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui font que forcément, même si tu n'en as pas conscience, ça transgresse quelque chose, mais ça aussi prend des choses de tous les jours, de gens que tu peux regarder, qui t'inspirent. Je pense qu'on est dans un monde quand même qui n'est pas clos. Donc forcément, tu prends les choses qui font partie en fait de ton univers et que cet univers, tu le partages. Donc bon. Ok, dernière petite question. Tout à l'heure, en fait, vous avez le fil rouge derrière, ça symbolisait des blessures qu'on essayait de pallier. Aussi, pas que, mais c'est aussi des blessures. Oui, mais pour l'étiquette, vous avez dit que vous mettiez l'étiquette sur le vêtement. Oui, mais et vous avez dit qu'il y avait un message derrière, mais vous n'êtes pas allé au bout. C'est quoi le message derrière l'étiquette? Pourquoi vous mettez dehors et pas dedans comme tout? Non, mais c'est la visibilité. C'est ce que j'essaie de le dire, c'est-à-dire que bon, on parlait de gros logos, c'était il y a un moment, bon, c'est-à-dire que la marque, c'était un peu, bon, le diktat, bon, mais sauf que bon, c'était des marques de luxe, donc, mais ils n'étaient pas forcément apparents, c'est-à-dire, ça se voyait, quand tu portes du Chanel, c'est pas forcément écrit, mais et cette visibilité-là, nous, je disais, c'était des gens de la rue, c'était des communautés, des gens des minorités, on nous refusait cette visibilité. Donc forcément, donc, quand on est venu, on avait besoin d'arborer comme un fanion, quoi, quelque part. Voilà, donc c'était pour ça que moi, ma marque, elle était à l'extérieur, voilà. Et puis on venait avec des gros logos sur les t-shirts, Xulibet. Des textes écrits, voilà. Des textes, c'était des messages, hein. Les textes, voilà, c'était... ouais. C'était assez osé. Bon, ma dernière question. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourrez donner comme conseil à un jeune qui vraiment il part de zéro et qui veut arriver là à faire Mais son on part propre jamais de action? zéro. Non, mais on part jamais de zéro. Ben oui, non. Non, parce que c'est pas évident Non, mais il faut prendre d'avoir la les confiance. machines, tout ça. Je pense que c'est important aussi de comprendre sa propre substance. Tu peux pas partir de zéro en te disant, écoute, là je pars de zéro. Non. Non, tu pars, je veux dire, tout seul, de toute façon, tu n'y arriveras pas. C'est clair. Donc, il faut aussi amener des gens avec toi. Moi, c'est ce que je dis, c'est une œuvre collective. Tu peux pas partir de zéro. C'est non. Mais il faut garder sa confiance parce que quelque part, ton talent, c'est quelque chose. Tu vois, donc, je crois que c'est important, quoi. C'est-à-dire de comprendre que tu es quelque chose. Tu es quelque part. Si tu parles d'une velléité, il faut aussi la respecter.
Donc, il faut que tu te respectes. Il faut respecter cette volonté que tu as aussi à faire les choses. Même si ça passe à côté, tu vas passer à côté une fois, 2 fois, 3, mais un jour, ça match. Mais 1, 2, 3 fois, parce que c'est un effort. C'est ça. On n'arrive pas comme ça, tu vois. Je pense qu'il y a l'effort. Je pense que la persévérance, quelque part, c'est important. Je pense que, bon, il y en a où c'est plus facile parce que peut-être, je sais pas, même pas. Même si tu viens avec, bon, des moyens, des trucs, bon, il faut quand même amener des gens avec toi, quoi. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir, en fait, vous nous avez dit au début que vous avez fait des études d'architecture. Oui. Du coup, comment vous avez fait, c'était comment la transition entre vos études d'architecture et le milieu de la mode? Parce que vous avez arrêté d'un coup l'architecture ou vous avez déjà travaillé dans l'architecture? Ouais, j'ai travaillé beaucoup dans l'architecture avant d'arriver dans la mode. Mais moi, j'avais une approche assez éclectique. Mais ce que je disais, c'est que bon, la mode et l'architecture, quelque part, il y a une affinité parce qu'on parle aussi de l'humain. Et je dis que le vêtement avait aussi ce caractère de lieu, d'espace, comme on peut voir l'architecture. Mais les enjeux sont pas forcément différents parce que bon. Mais le vêtement, ouais. Bon, après, je pense que c'est aussi un processus créatif. Donc forcément, il y a la direction a été, on va dire, pas simple, mais parce qu'il faut quand même apprendre le métier, à couper, machin, tout ça. Non, parce que juste avant la question, vous avez dit qu'il ne faut pas partir de zéro. Mais du coup, en quittant vos études d'architecture, vous êtes parti de zéro pour rentrer dans le milieu de la mode. J'ai pas bien compris en fait. Il y a une personne qui a posé une question avant, comment on fait? Quand je disais qu'on part jamais de zéro, Parce que tu n'es pas zéro. voilà, c'est ça. Jamais. Bah, je vous remercie. Bonsoir. Bonsoir. Alors, j'ai 2-3 questions aussi. Alors, la première, c'est... je voulais savoir, en fait, d'ailleurs, ça m'a fait penser que tu parlais, en fait, du coup, tu es arrivé en France à 20 ans, c'est ça? Oui. Et là, tu as déjà des bases d'architecture, en tant qu'architecte, c'est comment, en fait? Non, je suis arrivé en France, je me suis inscrit dans une école d'architecture. Voilà, j'ai fait 7 ans presque d'architecture, donc je suis arrivé. J'ai vu pas me présenter mon diplôme parce que j'étais happé par la mode et tout ça, mais moi j'ai bossé chez des architectes, mais après je me suis rendu compte que c'était pas fait pour. Voilà, j'avais plus d'affinité avec les gens de la mode, de la musique. J'avais une espèce de peut-être un moins de plus frivole. Voilà. Et ce que je voulais savoir, du coup, c'est là, en fait, c'est par rapport aux gens que tu as connus dans la mode que tu t'es dit, je vais aller dans la mode? Non, pas du tout. Je pense que quelque part, je pense que c'est des choses que tu as forcément intégrées petit à petit, je sais pas. Non, je pense pas que ce soit juste. Mais c'est vrai que tu te dis, après, tu as une affinité qui s'est créée. Moi, je parlais de Katusha, mais moi, j'étais au lycée quand Katusha elle démarrait. On voyait des femmes africaines, tu vois, faire les couvertures de magazines. Tu vois, c'était quelque chose de Iman, je sais pas s'ils connaissent tous ces gens-là. Iman. C'est la femme de David Bowie. Voilà, ouais. Iman, Grace Jones, même, bon, après les années 80, mais c'était dans les années 60-70, c'était pas évident, quoi, de voir des visages noirs dans le monde de la mode. Après, il y a Paco Rabanne, Saint-Laurent, dans les années 70, quand même, qui faisaient défiler. Mais c'est ceux qui ont
lancer des gens comme... Voilà. Mais après, je pense que bon... il y a toute la culture qui fait que je pense que on fonctionne en fait, tu vois, on prend je sais pas comment on dit, c'est comme un fleuve en fait qui prend du limon et puis tu sais sur les berges, tu vois, après ça devient fertile. Je pense que le fait d'avoir voyagé aussi, je sais pas, je pense que j'ai pas réfléchi en réalité en me disant bon, je vais faire ci, ça. Je suis parti de l'archi parce que bon, c'était trop, tu vois, c'était un métier qui était quand même très lié à l'institution. C'était compliqué. Donc, j'avais noté 2-3 trucs aussi. La première, c'est, je voulais savoir, tu vois, parce que du coup, tu viens en France, tu essayes de monter quelque chose, et je voulais savoir du coup, parce que la majorité ici des gens, des Français, des jeunes Français, mais pour une personne qui ne vient pas de France et qui a ton parcours, donc elle connaît un peu les grandes difficultés en France. Je voudrais savoir si tu pouvais citer 2 ou 3 difficultés de ce genre, tu vois, des barrières qu'on t'a mis. Mais les barrières, elles existent. Hein. Les barrières, elles sont sociales. Il y a plein de choses. Les barrières, de toute façon, faut lutter contre. Tu vois, il y a toujours une inertie. Ça, je veux dire, c'est indéniable. Là, si tu veux tout arrêter, là, creuse un trou, vas-y, tu restes là. Je pense que bon, faut faire fi, il faut quand même avancer, quoi. On va pas attendre. Il faut quand même vivre, quoi. Donc, et c'est ça qui fait qu'un jour, ça va s'arrêter. Si tout le monde baisse les bras, bon, mais, de toute façon, parce que bon, c'est vrai que bon, c'est plus facile, peut-être, si, bon, pour des gens qui, je sais pas, je sais même pas. Mais je pense que ça s'ouvre davantage aujourd'hui parce que bon, il y a peut-être d'autres supports qui fait que bon, moi je vois par exemple les victoires de la musique, je trouve hallucinant que bon, il n'y ait jamais un mec du hip-hop ou une fille du hip-hop qui ne soit pas primé, quoi. Je trouve que c'est quand même dingue, hein, qui font quand même le plus de... Bon, c'est pas que j'aime bien ce qui j'ai rien contre, hein, ce qui prime, hein, je trouve ça formidable, mais que ce tampon qui soit encore exclu, c'est quand même dingue. Même si les paroles sont salaces et que bon, je veux dire, il y a quand même, c'est toute une jeunesse aujourd'hui qui écoute ça, quoi. Ils ont plus écouté que, bon, j'adore Pomme, hein, mais je veux dire, ils sont plus écoutés que, tu vois, Aya Nakamura, elle est mais stratosphérique, elle est écoutée partout dans le monde, et que bon, elle est pas, je sais pas. Toi qui étais dans la musique, peut-être tu peux m'expliquer. Bah oui, je peux t'expliquer. Ce sont les gens qui sont dans les maisons disques qui votent et ils sont blancs. Ah ok. Ouais, bon. Il y allait avoir un nouveau truc, d'ailleurs, ils en parlaient qu'il allait avoir des nouveaux votes. Maintenant, les flammes, ils appellent ça. Mais ben, c'est ridicule, puis qu'ils ont sorti, genre, le mec le plus streamé. Est-ce qu'ils ont besoin de ça? Je dis, les chiffres du streaming sortent tous les ans. Ils savent, tout le monde sait que c'est X. Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'un prix pour... Ouais, c'est vrai. Franchement, c'est pas de la foutaise. C'est comment noyer le poisson, mais tu peux pas noyer le poisson. J'en avais une autre... On parle de la jeunesse, du coup. Est-ce que tu suis, du coup, un peu la jeunesse actuellement qui, tu sais, en voyant leur travail, qu'ils ont un peu pris tes pas, tu vois? Un peu pris tes pas, je veux dire, un peu... genre, ouais, je pense que j'ai quand même... Ouais. Tout à l'heure, tu parlais de jeunesse. Hein? Tu parlais de jeunesse, du coup, je me suis dit, est-ce que tu suis des jeunes gens? Il y a beaucoup de... Ben, bon, souvent, bon, des gens ne citent pas leurs sources. Donc, c'est peut-être aussi une attitude aujourd'hui qui est quand même un peu déplorable. Mais ouais, je pense qu'il y a quand même, quelque part, ça a quand même touché, ça a quand même marqué, ça a quand même inspiré. Ouais, je pense forcément, ouais. Ok. Bah, c'est tout pour moi, je te remercie. Oui.
Enchantée. J'avais 2 ou 3 questions à vous poser. Donc, ça fait plusieurs années que vous travaillez dans le monde de la mode. Et comment vous faites pour vous renouveler? Moi, ce que je dis, c'est que je vis avec des aspirations. Je pense que je regarde le monde comme il évolue, comme il a envie de... Je pense qu'il faut regarder les aspirations du monde, quoi. Je pense que forcément, quelque part, si tu as une approche positive, forcément, ça vient, parce que tu intègres aussi les envies de... Je pense que c'est ça, en fait, là. On n'est pas... moi, je ne travaille pas dans le vide. Je me renouvelle parce que je regarde là tout le crowd, je vois à peu près ce qu'ils ont envie de dire. Est-ce que, je sais pas. Il y a beaucoup de choses que je partage aussi avec toi, avec tous ceux qui sont là, que j'ai envie de porter aussi, tu vois, à ma façon. C'est ça qui fait l'énergie, hein. C'est pas... Je pense, hein. Mais en tout cas, c'est comme ça que je travaille. J'ai pas une approche, je sais pas. C'est vrai que je suis un peu comme une éponge, en fait. Je crois. Voilà. Je sais pas, j'absorbe les... Voilà. Des fois, c'est lourd à porter, mais des fois, ça crée des bonnes choses. Comment vous faites pour prioriser l'humain dans vos valeurs? Ah ouais, Il se gratte la tête. Ouais, c'est ça. Non, mais parce que c'est vrai que nous, les jeunes créateurs, on a des valeurs. On a énormément de valeurs, mais je pense que dans le temps, ça doit être dur à porter et à assumer aussi des fois. Ouais, mais bon. Vous y arrivez? Ouais. Ouais, je pense que... Je pense que forcément, je pense qu'il faut sortir de la compétition, une chose. Il faut juste faire son truc. Forcément, on a une place à prendre. Il y a une place de vie, forcément, qu'il faut prendre. Donc, on a chacun une place à prendre. Moi, je suis pas dans le trip. Je suis pas dans Voilà. Ouais. C'est ça. Et je pense que bon... à la limite, ouais. J'espère qu'il faut sortir de la guerre et tout ça. Quelque part. Voilà. Donc c'est un peu une revendication finalement. Hein, c'est-à-dire que, par exemple... Oui, il y a une partie revendicative, certes. Ouais. Après, ouais. Ok. Et une toute dernière question. Est-ce que vous prenez en stage? Ah oui, ouais, bien sûr. Ouais. Parce que je suis très intéressée. Ok. Voilà. Ok. Voilà. Je serais ravi. On pourrait en discuter tout à l'heure. Nickel. Okay. Bravo. Merci. Moi, je voulais savoir si cette affinité pour la mode, tu l'as toujours eue, même quand tu étais au Mali, ou c'est après tes études d'architecte? Ça. Je pense, parce qu'on était toujours super bien habillés, tout ça. Ah ouais, moi, je me souviens, quand j'étais gosse, on avait des petits groupes, on était en clan, on était toujours super bien habillés. On organisait des booms, et il y avait une espèce on invitait tous les copains et les copines des autres quartiers, et chacun venait vraiment, mais sur son 31, c'était super drôle, quoi. Et à ce moment-là, tu savais que tu voulais en faire ton métier? Non, pas du tout. Ouais, non, vraiment, c'est venu sur le tard.
La mode, ouais, j'ai commencé à 27 ans, ouais, c'est ça. Ouais. Mais, ouais. Mais je pense que je suis pas un peu comme tout le monde. Hein. Tu vois, moi, je vois mes gosses, ils sont toujours. Leur image, c'est hyper important, quoi. C'est-à-dire que, je sais pas, il y a des challenges au lycée, tu vois. Il faut venir. Je sais pas. Mais ouais, nous, c'était plus dans la connivence, en fait. Et puis, je sais pas, quand on faisait des booms, on allait chez le tailleur se faire vêtements. Ah ouais, c'était vraiment les années 70. C'était quand même, j'ai dit, les photos d'époque, il faut regarder. Ouais, mais j'étais pas du tout, on pensait pas faire de la mode. Voilà, c'est ça. On avait envie de vivre. Voilà. Avec un bon look. Voilà. Est-ce qu'il y a une dernière question? Et les gens de mode, peut-être? Ah, toujours. Bonsoir. Donc moi, ma question, c'est un peu au sujet de l'industrie en fait, parce que vous avez dit qu'au début, vous avez commencé en faisant du recyclage. Mais comment on part d'une collection recyclée à une production recyclée? Parce que j'ai pu travailler dans l'industrie et j'ai remarqué qu'en fait, recycler quelque chose, ça coûte beaucoup plus cher que de le produire en partant de rouleau de tissu. Donc comment on choisit Non, mais à ce c'est-à-dire, moment-là? après, il faut avoir le savoir-faire en interne. C'est très compliqué de sous-traiter. Ça, c'est sûr. Ben, nous, on coupe. Par exemple, là, je parlais de trucs, bon, j'ai pas les... Mais si tu tapes Zootibet, tu regardes les anciennes collections sur le site, même... non. Il y a énormément de choses qui sont recyclées. Hein. Mais le problème, c'est que après, c'est plus des trucs qui sont standardisés. C'est que des pièces uniques. Voilà, c'est des séries de pièces uniques. Et même, bon, des fois, nous, on récupère aussi des rebuts de tissus. Hein. Voilà, c'est à 2 mètres, 4 mètres, des fois 10, 40 mètres. Mais on coupe dedans. Mais après, c'est que des pièces uniques, quoi. Disons que c'est des petites séries qui se bousculent. Mais moi, j'ai investi dans ce savoir-faire. Donc, forcément, c'est pas qu'un studio, c'est pour ça il y a l'idée de factory, Funkin' Fashion Factory, tu vois. L'idée De restreindre en fait la production justement pour rester sur quelque chose d'unique et de viable économiquement. Non, c'est pas restreindre là, forcément, c'est pas. Mais c'est une partie qu'on fait nous, effectivement, qui est très compliquée de sous-traiter. Ok. Bah, merci. Mais quand je parlais, par exemple, de tricoter, on tricote nos chutes, mais c'est très compliqué. C'est-à-dire, là, il faut avoir des mains. C'est une façon. Dans la couture, tu as des gens qui mettent 4 heures sur une pièce, il y en a qui mettent 300 heures. Donc voilà, après, c'est vrai, c'est très coûteux. Mais bon. Après, c'est des choix. Oui, c'est ça. Choisir. Ouais, après, ça tourne des pièces, voilà. Qui sont. Ouais. Au lieu de broder, nous, on tricote nos chutes. Ok, merci. Merci Lamine, merci à tout le monde. Ah, Papis, une dernière. Vas-y, rapide. La question va être directe. Comment on fait pour travailler avec toi en tant qu'artiste? Je sais pas. Eh ben voilà. Il faut voir ce qu'on peut faire ensemble. Ça se pose, hein, ça se discute. Hein. Ouais, moi j'aime bien là, tes petits dessins là déjà. Je trouve ça vachement. Ah, j'en fais d'autres un peu plus cool. Dans un style particulier, tout ça. On pourra en parler. Par mail, par rencontre. Ben on se échange, ouais. Ah, intéressant. Merci. Donc je répète, merci Lamine, merci à tous, bonne soirée.